Pays de la lumière et de la couleur, du maquis parfumé et des forêts centenaires, la Corse est aussi l'île âpre et sauvage. Des rochers déchiquetés jettent une note sanglante au milieu d'une mer idéalement bleue, tandis que des montagnes abruptes dressent fièrement vers le ciel leurs cimes dénudées. Ces mêmes contrastes se retrouvent dans l'âme corse, passionnée, farouche, mais accueillante et généreuse, capable d'aimer jusqu'au sacrifice, mais implacable pour ses ennemis. Passionné, farouche, capable d'aimer jusqu'au sacrifice. Notre commentateur de 1939 n'y va pas par quatre chemins. Au cinéma, pour présenter un pays, rien ne vaut quelques bons clichés. En la matière, la Corse est généreuse. En personnage aussi. Vous voulez un héros universel? Voilà Napoléon. Pour un bon polar ou un mélo, pourquoi ne pas se laisser tenter par le bandit d'honneur? Les cinéastes du réel ne sont pas en reste. Nos paysages les fascinent, nos côtes escarpées, les tours génoises qui se comptent par dizaines, ou encore le chemin de fer sur lequel notre antique tortillard, Audriniguel, se hasarde parfois à plus de 100 mètres de hauteur. Ils aiment aussi nos attitudes, nos poses, nos mines sévères. Ces vieilles personnes assises, patientes. Pour les reporters continentaux, la Corse, c'est d'abord ces femmes jeunes et moins jeunes, éternelles colombes, toujours habillées de noir. Même lorsqu'elles reviennent de la fontaine, le seau sur la tête et le port majestueux. Ce sont aussi ces pêcheurs s'acharnant sur leurs filets. Toutes ces images paraissent à leurs yeux pleines d'étrangeté et de mystère. Elles étaient les mêmes d'ailleurs plus d'un siècle auparavant pour un Mérimée ou un Daudet qui ont connu le succès littéraire en évoquant le sujet. Il est vrai que jusqu'aux années 50, la Corse avait bien peu changé par rapport au XIXe siècle. Mais déjà certains d'entre nous ont eu l'initiative et la chance de filmer à leur tour. Comme souvent dans les films amateurs, ces images débordent d'enfants, de rires, de farces. La Corse enfin sous un autre jour. Peut-être même un peu plus vrai que l'autre. En tout cas, une image qui témoigne de l'évolution des comportements et corrige certains clichés superficiels qui avaient la vie dure. À la rencontre de la Corse et des Corses de 1912 à 1960, nous avons choisi de mélanger les images des pros et celles des amateurs pour la qualité des unes et pour la vitalité des autres. Exemple de cette vitalité, Cervione, un gros bourg et ses deux équipes de football. Aujourd'hui, le football est devenu un enjeu planétaire. Il n'en était pas de même dans les années 50, sauf à Cervione et dans le Campoloro, où l'émulation et l'engouement étaient devenus tels que l'Étoile, club unique du début, né en 1917, devenait l'objet d'une scission et enfantait le COC, le club olympique du Campoloro. Toute la population de la proche région était présente à chaque confrontation. La lutte était d'autant plus fratricide que des joueurs de la même famille opéraient dans les deux camps. Le Coq se fait rapidement une réputation en remportant à Saint-Florent la Coupe Mattei. Des centaines de supporters et un caméraman l'avaient accompagné, ce qui relevait alors de l'exploit.
les véhicules étant encore rares. Cette nouvelle guerre picrocolline ne connut jamais de débordement condamnable. C'était même le temps du dynamisme d'une localité de 1500 âmes, où la vie n'en finissait pas d'éclater et de rebondir. Mais remontons le temps et allons à la découverte des villes corses dans leur aspect tranquille d'avant-guerre. D'abord, Bastille, avec son double clocher, son vieux port où les enfants pêchent sur le quai avant de plonger entre les barques des pêcheurs. Une vue classique de l'ancien Portugal, ses ruelles étroites à la napolitaine. Et puis Bastille à vue du haut. La place Saint-Nicolas, devant le nouveau port, véritable forum où les enfants s'amusent. Bastille a son marché, au pied de l'église de Saint-Jean. Ce qui s'y passe n'est pas sans rappeler les scènes d'un bazar oriental. La pesée se fait à la balance romaine qui permet l'approximation avantageuse pour le vendeur et les prix se discutent. Ce sont essentiellement les femmes, les revendeuses et rivindarole, qui présentent la marchandise amenée le matin par carriole. Ces petits breaks tirés par les chevaux qui assurent les transports en commun de la ville sont appelés tramways par une population qui ne manque ni d'humour ni de dérision. Plus au sud, Porto Vecchio, sur son mamelon. Les constructions n'ont pas encore envahi la plaine environnante. Et les planches à voile le golfe. Encore plus au sud, Bonivasio, la ville la plus méridionale de France, où Ulysse aurait fait une halte. Ses falaises calcaires, ses remparts, ses rues avec leurs arceaux, leurs arcades, leurs voûtes et son navire semblant se mesurer à la falaise stratifiée. Voilà Sartène, la plus corse des villes corses, mystérieuse, le fief des seigneurs redoutés. Tout près, Propriano, son port, ses barques, ses curiosités. Véritable perle dans son écrin, le golfe du Valinco chanté par les poètes. Plus au nord, Ajaccio, la ville impériale, son vaste port dans sa belle rade. L'image traditionnelle des embarcations, du pêcheur et de son filet. La place du Diamant, avec Napoléon et ses 4 frères. Une seule voiture qui peut s'arrêter tranquillement. On se dit bonjour entre gens de bonne compagnie. Voilà la maison natale de Napoléon. La mairie, dite maison carrée, enfouie sous les palmiers, le palais Lantivie. Plus loin, ouvrant sur le golfe,
les îles sanguinaires qui s'embrasent au soleil couchant. Calvi, la cité semper fidelis, toujours fidèle avec son bastion, sa citadelle, devant laquelle Nelson perdit un œil. Calvi devenu le haut lieu d'un tourisme balbutiant. Corte, le cœur de l'île, ancienne capitale de la Corse indépendante de Pascal Paoli. Avec son imprenable nid d'aigle, ses rues pentues et empierrées, sa fontaine à abreuvoir. Les statues de ses gloires. Et puis, l'âne, omniprésent. Car il reste encore l'indispensable serviteur du paysan corse, tout en bénéficiant de la sympathie de l'enfant pour lequel rien ne vaut une promenade sur le dos de Maître Ali Boron. Sa robustesse et son pied sûr lui permettent de s'accommoder de tous les chemins, fussent-ils les plus escarpés, et ce malgré le plus souvent de bien lourdes charges. Combien était-il en Corse? Oh, sans doute plus de 10 000. Qui, dans un village, ne s'est pas réveillé au braiement de l'âne installé dans l'étable proche? La nuit n'en était pas troublée pour autant. Comme le coq qui chantait, l'âne, parfaitement intégré à la vie familiale, ne dérangeait personne. Le facteur rural l'utilise aussi, ainsi que ses cousins, le mulet et le cheval, pour accomplir des dizaines de kilomètres à travers les sentiers et le maquis afin que les hommes des villages gardent le contact avec le monde extérieur. De nombreux villages, accrochés au flanc des montagnes, invitent à s'arrêter puis retiennent par leur charme. La vie est ici demeurée simple et primitive. Les images ne contredisent pas notre commentateur. Mais si le sonneur accepte de mimer ses gestes pour la caméra, il prend bien garde de ne pas faire sonner une cloche qui pourrait rameuter toute la population. Le curé fait partie intégrante de cette vie bucolique. La messe est sacrée. À l'appel de la cloche, toute la communauté accourt. Il faut dire que les manifestations de foi et les cérémonies religieuses ont façonné l'âme corse. Et il ne faut pas s'étonner si les croix sont partout. Les grandes fêtes du calendrier, les événements importants de la vie, baptême, mariage, décès, sont liés au problème de la foi, donc à l'Église. Le village a pourtant sa propre vie. Des hommes endimanchés parlent avec leurs mains, de politique sans doute. Les parties de cartes sur la place publique, acharnées. Et après la partie de pétanque, l'apéritif, réservé aux hommes. Les femmes, elles, sont à la fontaine, ce qui n'empêche pas les conversations et peut-être les œillades.
Le mariage a perdu son caractère pittoresque du XIXe siècle, quand le jeune fiancé allait à cheval au-devant de sa promise. Mais il reste un moment de bonheur privilégié, partagé par toute une communauté. Celui-ci se passe en Castagniccia. Le cortège interminable de couples revêtus de leurs meilleurs atours tranche avec la rusticité du cadre. Il sort du domicile de la mariée, dévale et escalade les chemins caillouteux pour se rendre de la maison à l'église. La mariée est au bras de son père, et toute la population, enfants en tête, accompagne le cortège dans un joyeux désordre pendant que les cloches carillonnent, actionnées par un sonneur qui ne semble pas éprouver le moindre vertige. À la sortie de l'église, la mariée est au bras de son époux. C'est la pose pour la photo. Des sourires de circonstance et le défilé qui se remet en place pour le retour. Les cloches n'en finissent pas de chanter et répandre la joie dans toute la vallée. Les naissances suivent les mariages. Et le baptême, première manifestation de la foi, donne toujours lieu à des réjouissances. C'est la marraine qui amène l'enfant au baptistère. Solennité pour la communion. Les filles portent l'aube et le voile alors que les garçons portent encore le costume, le brassard et des cierges impressionnants par la taille. La grosseur du cierge était-elle significative de la classe sociale du communiant? Ce fut certainement vrai jusqu'au moment où l'Église uniformisa le rite de la cérémonie. Ici, à Ajaccio, sous l'œil du premier consul, la procession confrérie en tête est conduite par l'évêque Monseigneur Liosa. Les communiants, filles et garçons, sont nombreux. Les parents apportent leur soutien moral et font tout pour que la communion soit encore le plus beau jour de la vie. Dans les villages, les familles ont très longtemps fait leur pain elles-mêmes. À quelques mètres de la maison, un four très rudimentaire, chauffé avec de la bruyère et du bois de maquis, donnait un pain au parfum singulier. Parfaitement adapté aux montagnes, les chèvres étaient nombreuses en Corse. On en a dénombré jusqu'à 250 000. Si certaines familles n'en avaient qu'une pour le lait, des bergers conduisaient des troupeaux de plusieurs dizaines de bêtes qu'il s'agissait de traire pour faire ensuite toutes sortes de fromages.
On découvre ici la confection du broccio, dont les secrets de fabrication se transmettaient encore de génération en génération. Les brebis encore plus nombreuses que les chèvres donnaient également un lait apprécié de tous, mais aussi de la laine destinée aux vêtements. Nos cochons à robes sombres, toujours en liberté, donnaient déjà une charcuterie réputée, Prisutto, Lonzo, Coppa, Vigadillo. En Corse comme ailleurs, rien ne se perd dans cet animal. Dans les communes rurales, tout le monde ou presque a un fusil et est encore chasseur. Toutes les chasses se pratiquent. Lièvre, perdrix, bécasse, caille, grive, merle ou pigeon. La plus populaire reste la chasse au sanglier qui mobilise des dizaines de participants, postés aux endroits de passage de l'animal. Les chiens sont essentiels à tout ce cérémonial, et ils suscitent des éloges dithyrambiques de la part de leur maître. On expose les trophées et on participe volontiers aux casse-croûtes de clôture. On dépaisse, on commente, on déguste, et les libations sont abondantes. Tiens, les femmes sont de la partie. Peut-être pour les besoins du film. L'étang de Bigoulia, à côté de Bastia, est un véritable vivier où pullulent les muges, les dorades, les ombrines, les marbrés, les sols. Il est le haut lieu de la culture des anguilles. Mais à l'étang de Bigoulia est aussi organisée 2 fois par an la battue aux canards et autres macreuses aux foulques qui peuplent le plan d'eau. Cette chasse appelée à Drawada se fait à l'aide d'embarcations plates en travée, c'est-à-dire attachées les unes aux autres et tirées lentement par un canot à moteur. Elles avancent donc doucement sur toute la largeur de l'étang, de façon à empêcher les volatiles de revenir en arrière. En dernière limite, ceux-ci, coincés, s'envolent par centaines, et c'est alors que les chasseurs tirent. La journée finit toujours par un pantagruélique repas, pris en commun avec, bien sûr, des anguilles préparées spécialement à la mode bastiaise. C'est toujours une journée mémorable pour les chasseurs de la région. Avec l'automne commence une récolte longtemps vitale pour la Corse. La châtaigne a nourri des générations d'insulaires. Sa farine était beaucoup plus utilisée que celle du blé, et la polenta, brilloli et autres spécialités étaient sur les tables presque chaque jour. On ramasse la châtaigne sans se disperser. Par secteur, on ratisse et on en sache avant de se restaurer. Le soir, c'est la veillée autour du fougone, avec des conteurs qui charment les parents et les amis, pendant qu'une aïeule tisse le poil de chèvre avec lequel se faisaient certains vêtements.
Toutes ces tombes que l'on voit sont le reflet de l'importance donnée au culte des morts. Et nombreuses sont les familles qui ont encore leur mausolée personnel. Le culte des morts est bien ancré. Certes, les pleureuses professionnelles ont disparu, mais les veillées funèbres sont encore la règle. Dans ces images d'un enterrement, la procession est précédée par les femmes. Les hommes suivent. Les coutumes varient d'un village à l'autre. Ici, par exemple, c'est une confrérie qui ouvre le cortège funèbre. Autre manifestation rituelle qui rythme la vie de l'île et de ses habitants, les processions qui se déroulent partout. Celle de l'Assomption à Bonifacio, celle gigantesque de Notre-Dame de Boulogne, dite du Grand Retour, débarquée à Ajaccio un jour de mai 1947, et qui fait ensuite de façon ininterrompue le tour des 360 communes de l'île. Et partout des foules se prosternent en chantant « Chez nous, soyez reine, la Corse est à vous, régnez en souveraine chez nous ». Impressionnante ferveur pour le divin, aux réactions instinctives de remerciement après une guerre inexpiable. Saint-Roch, le thaumaturge, est fêté dans tous les villages, sans doute parce que sa fête suit celle du 15 août, dédiée à Marie, formant ainsi ensemble une sorte de couple indissociable. À Cervione, on est fier de saint Alexandre, cet évêque qui transféra le siège épiscopal d'Aléria à Cervione et accomplit une œuvre admirable d'évangélisation. Ce jour-là, les écoles sont fermées. Quittons les villages et prenons la route qui bien souvent n'est encore qu'une piste. L'homme au cabriolet est encore là au détour d'un virage. Il faut également compter avec les troupeaux de chèvres et de brebis qui transhument et ralentissent les véhicules. Et puis, il y a bien sûr ces satanés virages qui longent les précipices et le brouillard. N'oublions pas que la Corse, l'île aux 42 sommets au-dessus de 2000 mètres, est une montagne dans la mer, dont les cols sont souvent noyés dans la brume. Jusqu'aux années 30, les voitures sont rares. Mais après-guerre, tout s'accélère et la camionnette est désormais bien pratique pour le transport utilitaire. Quant à la fameuse traction Citroën, c'est encore un fleuron des 4 roues très bien adapté au profil des routes insulaires. Et cela malgré la vulgarisation naissante de l'automobile, de nouvelles marques et de nouveaux modèles. Dans certains particulièrement spacieux, toute la famille peut y prendre place et partir en pique-nique. C'est au tour du fiston de s'essayer au volant. Tous les garçons sont obnubilés par la voiture, en vrai et en modèle réduit. Les modèles de sport font rêver tout le monde. Madame, par exemple, qui joue à la richissime américaine. Et si tout ça marche avec du carburant noté qu'à 100 francs anciens, le litre, il n'y a pas de raison de se priver. Ah, qu'il fait bon vivre dans les années 50.
Cette aspiration à la vie et à la modernité qui caractérise cette période est symbolisée par le rallye de Corse, organisé pour la première fois en 1956. L'animation est grande, et nombreux sont les curieux à apprécier les carénages aérodynamiques des petits bijoux de l'époque. Les grandes marques sont présentes, Porsche, Mercedes, Lancia, Alfa Romeo, Renault, Simca. Et la foule qui a envahi la place Saint-Nicolas de Bastia ne se lasse pas de les contempler. Le départ est donné le 17 décembre à 19h sur le boulevard de Gaulle et l'arrivée prévue à Ajaccio le lendemain à 16h. Les plus grandes gloires internationales du volant sont là. Allemands, Anglais, Belges, Espagnols, Italiens, Suisses, Monégasques et Français. Il y a 43 concurrents qui partent de minute en minute à l'assaut des 10 000 virages et redoutent les routes mouillées, parfois encombrées de châtaignes écrasées et de vaches ou de cochons en vadrouille. Ils ne seront que 21 à l'arrivée. L'équipage vainqueur est constitué, aux surprises, par 2 femmes. Gilberte Thirion, la championne belge, et Nadège Ferrier, la Suissesse, sur Renault Dauphine. Quelle déconvenue pour les champions masculins! Le Tour de Corse était parti et ne devait plus s'arrêter. L'édition de 1958, la 3e, consacre l'épreuve au plan international. Le rallye devient l'affaire de toute l'île. Morez-Ferré gagne avant que par la suite ne soient consacrés les noms de Darny, Chandruet, Auriol ou Orsini, et que le Tour ne devienne l'une des épreuves reines du sport automobile. Ce n'est jamais une mince affaire que d'embarquer ou de débarquer un véhicule sur un bateau. La manœuvre était longue et se faisait voiture par voiture. Nombreux sont ceux qui se souviennent avoir attendu la matinée sur le quai la descente de leur cher auto. Mais les vacances prenaient ainsi une autre saveur. L'évasion par la mer revêt toujours un caractère solennel et déchirant. Quand le navire s'éloigne, on ne peut s'empêcher d'agiter les mouchoirs. Mais à bord, on ne s'ennuie pas. On arpente le tillac. On observe les infrastructures, la côte qui s'éloigne. C'est ce que fait déjà en 1931 la commission du baccalauréat partant pour la Corse, qui fait alors partie de l'Académie d'Aix-en-Provence. Le président du jury n'est autre que M. Ripert, poète et romancier provençal, amoureux fou de la Corse, dont l'image restera gravée dans l'esprit de générations de bacheliers insulaires. Cette commission passe un agréable séjour dans l'île, joignant l'utile à l'agréable, corrigeant d'ailleurs les copies dans les hôtels de Vitsavona, au lieu du bien-être estival. À une époque où tous les candidats reçus à l'écrit subissent obligatoirement une épreuve orale, il est possible que la qualité de l'accueil les porte à la mansuétude dans l'examen de certains cas.
Mais voici une scène typique de l'arrivée du bateau. C'est le Cap Corse, qui accoste à Bastia. Il y a foule comme d'habitude. Les parents, les amis, les curieux sont là. Les porteurs de bagages aussi. Le voyage, qui dure de bien longues heures, est à chaque fois un événement pour ceux qui partent comme pour ceux qui restent. Mais on n'arrête pas le progrès. Voici l'avion. Les voyageurs frais et dispos débarquent. Ce n'est plus la joyeuse cohue du bateau. Pourtant, les passagers d'aujourd'hui seront surpris de voir ces enfants sur la piste aller embrasser les parents qui arrivent. La sécurité s'est bien améliorée depuis les années 50, mais est-ce vraiment un progrès? Ou voir aujourd'hui le cocker de la famille accompagner ses maîtres jusqu'au pied d'un jet d'Air France. Encore mieux, l'hydravion qui amérit dans la baie d'Ajaccio. Est-ce l'avenir du transport aérien pour la Corse? Non. L'expérience sera sans lendemain. Après la guerre, les Corses découvrent de plus en plus la ville et le littoral. Une famille bastiaise a filmé la construction de sa maison à La Voisine, amorçant un mouvement qui ira en s'amplifiant, car rien ne vaut une maison à soi, à la campagne ou près de la mer, en périphérie de la grande ville. C'est sur ce terrain, en terrasse, qu'elle sera édifiée. Notez qu'un muret porte encore les stigmates d'un combat politique très en vogue à l'époque. Qu'en pensent les membres de la famille, et notamment les anciens descendus tout exprès du village pour visiter les travaux? Le père est dubitatif, et la maman n'est pas très enthousiaste. Habiter aussi près de la mer n'est pas encore entré dans les mœurs d'une société corse, à la tradition rurale et montagnarde. À moins qu'elle craigne pour les enfants l'humidité. Ça y est, le toit est terminé. Suivant l'usage, le drapeau flotte et on trinque. Il s'agit maintenant d'aménager l'intérieur, choisir les meubles. Avant de s'attaquer au jardin. Ouf, ça y est. La vie familiale s'organise. Et il est temps de faire la crèche. Le principal intéressé ne rechigne pas à la besogne. Oh, ciucciarella, non sai quanto ti adoro. Papa Noël a été fort généreux. Après son passage, les interdits sont levés et la maison appartient aux enfants. Comme chez les grands, la voiture occupe une place essentielle. Quanto è lunga sta nuotata, fai la neve. Avec l'enfant roi, la Corse entre de plein pied dans la société de consommation d'après-guerre. So stata
Mais voilà un Bastia inhabituel, recouvert de neige. Qui disait que la Corse était le pays de l'éternel été? Le vieux port est tout blanc, ainsi que le nouveau port, la place Saint-Nicolas, les rues où l'on se hasarde à échanger des boules de neige. Quel ne fut d'ailleurs l'étonnement d'un préfet nouvellement nommé dans le département, lorsqu'à son arrivée, son premier et difficile problème fut celui de trouver des chasse-neige pour dégager des dizaines de villages bloqués. Les arbres, les manèges, les abords de la ville, tout prend un aspect étonnant pour l'endroit. Tout est prétexte à jeu. Et les enfants sont à la fête, et même le chien est réjoui par ce caprice de la nature. L'oiseau de mer en est lui-même surpris et vient chercher un peu de nourriture et de chaleur. Mais la vie reprend ses droits. Il faut quand même dégager la maison, la voiture, amener du bois de chauffage. Curieuse est la belle image de ce bonhomme de neige en contraste avec l'azur de la Tyrrhénienne. Revenons à des conditions météorologiques plus conformes à nos latitudes. Nous sommes toujours dans les heureuses années 50. Les plaisirs de la plage et les sorties de week-end prennent place dans la vie des familles corses. La voiture facilite les déplacements et les dimanches ou jours fériés. On se précipite au bord de la Grande Bleue. À chacun son plaisir. La pêche, bien sûr. Petits et grands s'y adonnent. Les styles sont différents, mais la concentration est de rigueur. Autre divertissement. Une embarcation rapide et le grand large pour une autre pêche. La palangrotte. Madame, elle préfère préparer un hiver qui s'annonce rude. Pour les gens de la ville, le dimanche reste le plus souvent le moment privilégié de la montée au village. Cette visite quasi rituelle aux parents, frères et sœurs, restés dans la grande maison de famille, est une façon de ne pas se couper de ses racines. À la ville, chacun son village. C'est de là-bas que l'on vient. Comme on ne marche plus pour les travaux des champs, on découvre la randonnée. L'âne ne porte pas le bois pour l'hiver, mais bien les provisions pour le pique-nique. C'est l'occasion de goûter à notre tour à la splendeur de nos paysages et aux joies du camping. Et les vacances continuent. Les parents découvrent les joies du ping-pong, pendant que les enfants préfèrent le football.
Mais grand-mère et maman trichent. Elles jouent avec les mains. La politique, presque au même titre que la religion, est en Corse l'expression d'une vie qui se réanime à travers les passions, les pulsions, les joutes oratoires et les scrutins mémorables. C'est l'héritage d'une lutte centenaire, des Blancs et des Noirs, qui a laissé des traces profondes. Autant dire qu'un jour de victoire équivaut à des festivités spectaculaires. En voici un aperçu avec cette fête électorale filmée à Morosaglia en 1958 et qui fait suite à la victoire d'un jeune élu du peuple, M. Polidori. Un arbre devient le mât qui symbolise cette victoire. On chante, on s'embrasse, on félicite le vainqueur, on procède à la confection du mât qui sera érigé au pied de la maison de l'élu. Certains le hissent pendant que les tirs d'automatique reprennent de plus belle. Tous les partisans participent à un défilé en tout point folklorique et bon enfant. Et tout se termine par des chants. La vie culturelle a bien évolué aujourd'hui en Corse. Avant-guerre, l'exportation de la culture traditionnelle était assurée par des groupes folkloriques très actifs. Voici une séquence avec danse, exécutée par le groupe I Macchiaioli, dirigé par Mademoiselle Poggi, musicienne et musicologue. C'est ce groupe qui a fait flotter avec un certain panache les couleurs de la Corse dans toutes les manifestations folkloriques nationales et internationales. Aujourd'hui, ce sont nos chants polyphoniques qui font le tour du monde, fruit d'une démarche artistique qui s'est appuyée sur la redécouverte de nos traditions, mais aussi manifestation de cette volonté farouche des Corses de préserver leur identité. Farouche. N'était-ce pas un des termes employés par notre commentateur de 1939 pour définir l'âme corse ?